Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a la réputation de bien secouer les certitudes. Oui, on s'attaque à Economic Facts and Fallacies, donc faits et idées fausses en économie, de Thomas Sowell. Exactement. Et l'objectif, c'est de voir comment des croyances économiques qu'on entend partout, qui semblent logiques en fait, Mhm, peuvent complètement s'effondrer quand on y oppose les faits, les données brutes. c'est tout à fait ça. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'approche de Sowell, c'est qu'il ne dit pas que ce sont des idées stupides. Au contraire, Non, c'est ça qui est fort. il montre que les idées fausses les plus tenaces sont souvent séduisantes. Elles ont une logique, on a envie d'y croire, et c'est pour ça qu'elles pèsent autant dans le débat public. Et qu'elle mène à des politiques qui ont des conséquences inattendues, pour le dire poliment. Voilà. L'idée, c'est pas de dire vous avez tort, mais plutôt attention, il manque une pièce dans votre raisonnement. Une pièce qui change toute l'image. Bon, alors pour commencer, juste pour être clair, c'est quoi exactement une idée fausse, une fallacie dans ce contexte? C'est un raisonnement qui paraît cohérent, mais qui omet un facteur crucial. Par exemple, une politique vise un objectif A. D'accord? Elle l'atteint, super. Mais en même temps, elle provoque un effet B totalement imprévu qui annule tous les bénéfices de A. L'idée fausse, c'était de raisonner sans même envisager cet effet B. Ok, c'est très clair. Alors, pour rendre ça concret, Sowell identifie plusieurs grandes familles d'erreurs. On a décidé de se concentrer sur trois qui sont particulièrement parlantes. On commence par un grand classique. Allons-y. L'idée fausse du jeu à somme nulle. Ah oui, celle-là, elle est partout. C'est l'économie vue comme un gâteau. Si ma part grossit, la tienne diminue. Forcément. Le gain de l'un et la perte de l'autre. On entend ça sur le commerce, sur les salaires, mais Sowell dit que c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que ça oublie la base même d'une transaction volontaire. Un emploi, une location, n'importe quoi, ça n'arrive que si les deux parties pensent y gagner. Mhm. L'employeur, il pense que la valeur que tu vas créer est supérieure au salaire qu'il te verse. Et toi, tu acceptes ce salaire parce que tu estimes qu'il vaut plus que ton temps. S'il n'y a pas ce gain mutuel, l'échange n'a juste pas lieu. L'économie, ce n'est pas se battre pour un gâteau, c'est trouver comment en faire un plus gros ensemble. C'est ça. Et c'est là que les politiques publiques, même bien intentionnées, peuvent tout gripper. Sowell prend l'exemple du contrôle des loyers. L'idée de base est noble, protéger les locataires. Bien sûr. Et pour le locataire qui est déjà dans son appart, ça marche. Son loyer est bloqué, il est protégé. C'est le bénéfice visible, immédiat. Mais Mais la pièce manquante, c'est l'investisseur. Si les lois rendent la location peu rentable, pourquoi il irait investir des millions pour construire des logements neufs? il va mettre son argent ailleurs? Exactement. Donc, à long terme, l'offre de nouveaux logements s'effondre. Alors que la demande, elle, continue d'augmenter. Et voilà, résultat, pénurie. Ce qui rend la situation encore plus dure pour tous ceux qui cherchent à se loger. On a voulu aider un groupe et on a pénalisé tout le reste du monde. C'est fou de voir ça. Ça m'amène à une autre grande erreur que Sowell analyse. L'idée fausse de composition. Croire que ce qui est vrai pour une personne est vrai pour tout le monde. Ah oui, son analogie pour ça est géniale. Un spectateur dans un stade. Oui. S'il se lève, il voit mieux. C'est vrai, pour lui. Mais si tout le monde se lève en même temps, Plus personne ne voit mieux, et en plus, tout le monde est fatigué. c'est exactement ça. L'avantage individuel s'annule quand tout le monde fait pareil. Et il applique ça à la revitalisation urbaine. On voit ça tout le temps. Une mairie rase un quartier pour y mettre des bureaux, des boutiques de luxe. Oui, les photos avant-après sont toujours flatteuses. On se dit, quel progrès! Où est l'erreur de composition là? L'erreur, c'est qu'on regarde à une échelle trop petite. Localement, oui, la ville a attiré de nouvelles entreprises, des gens plus riches. C'est un succès. Mais d'où viennent ces gens et ces entreprises? Ah, ils n'ont pas été créés de nulle part. Non, ils ont juste déménagé. Ils ont quitté une autre ville, une autre banlieue. Pour le pays dans son ensemble, le gain net est souvent nul, Voire négatif. voire négatif, si on compte le coût des subventions, de la démolition et surtout le coût humain des gens qui ont été déplacés. On a créé une illusion de progrès local. C'est une perspective vraiment différente. Troisième idée fausse, un classique de la logique, post hoc ergo propter hoc. Après cela, donc, à cause de cela. C'est un des biais les plus puissants de notre cerveau. Un événement A, puis un événement B, hop, notre cerveau conclut A à cause B. Et Sowell a un exemple là-dessus qui fait froid dans le dos. L'histoire du DDT, l'insecticide. Oui. Dans les années 60, on accuse le DDT de provoquer le cancer. Pourquoi ? Parce que les statistiques montrent que les cas de cancer augmentent là où on l'utilise massivement contre les moustiques.
La corrélation semble parfaite. Donc la conclusion paraît simple, hein. Le DDT est cancérigène, il faut l'interdire. Sauf que la réalité était exactement l'inverse. Le DDT a permis d'éradiquer le paludisme, qui tuait des millions de gens, surtout des enfants. D'accord. Donc dans ces régions, l'espérance de vie a explosé. Les gens ne mourraient plus à 30 ou 40 ans. Et quand on vit plus vieux, eh bien on développe des maladies de vieillesse, comme le cancer. Attendez, c'est glaçant. Vous voulez dire que l'augmentation des cancers n'était pas un signe de la toxicité du DDT? Mais un signe de son incroyable succès pour la santé publique. Il permettait aux gens de vivre assez longtemps pour avoir un cancer. Et on l'a interdit. Oui, et la suite est une tragédie. Interdiction, retour en force du paludisme et des millions de morts qui auraient pu être évitées. C'est l'exemple extrême d'une bonne intention basée sur une erreur de logique qui mène au désastre. C'est absolument vertigineux. Bon, maintenant qu'on a ces outils, appliquons-les à un sujet qui nous concerne tous, le logement. Le fameux logement abordable. L'idée qu'on entend partout. C'est que le marché est le problème. Les promoteurs, la spéculation, et que donc l'État doit être la solution. C'est ça. Subventions, contrôle des prix. Mais Sowell, lui, en regardant les données, dit que c'est souvent l'inverse qui se produit. Oui, que ce sont justement les interventions de l'État qui créent la pénurie et font flamber les prix. Il a des exemples très frappants. La comparaison entre les villes américaines. Exactement. Prenez Houston, quasiment aucune règle de zonage, et San Francisco, ultra réglementé. Le résultat est fou. Un logement de classe moyenne à Houston, c'est, disons, 150 000 $. À San Francisco, ce même logement... C'est plus d'1 million. Voilà. L'écart est juste spectaculaire. Oui, mais est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos des règles? La demande est énorme à San Francisco. C'est la Silicon Valley. Ça joue, non? Bien sûr que la demande est un facteur. Personne n'est dit le contraire. Mais l'argument, c'est que l'offre est contrainte de manière artificielle. Il prend l'exemple d'un comté en Californie, Monterey, un des plus chers. Et alors? Le fait clé, ce n'est pas la demande. C'est que les 3/4 du territoire du comté sont classés inconstructibles par la loi. 75%. Ah oui, forcément. Forcément, vous créez une rareté extrême, c'est mécanique. Les prix de ce qui reste s'envolent. On fabrique la pénurie. Et la perspective historique confirme ça en plus. Totalement. Début du XXe siècle, avant toutes ces règles, les Américains, bien plus pauvres, dépensaient une part plus faible de leurs revenus pour se loger qu'aujourd'hui. C'est un retournement complet du discours habituel. Autre problème urbain, les embouteillages. Il y a cette idée qui est devenue une sorte de sagesse populaire. Je vois où vous voulez en venir. Construire plus de routes ne sert à rien, ça attire juste plus de voitures. Voilà, on l'entend tout le temps. Et encore une fois, les faits racontent autre chose. Retour à Houston. Entre 86 et 92, ils ont construit des centaines de kilomètres d'autoroutes. Et le résultat? Pendant cette période, alors que la population augmentait, le temps moyen perdu dans les bouchons par conducteur a chuté de 21%. Et la contre-preuve? Quand ils ont arrêté de construire, Quand ils ont ralenti la construction, les bouchons sont repartis de plus belle. Ils ont presque doublé. c'est net. L'analogie de Sowell là-dessus est savoureuse. Oui, allez-y, je l'aime beaucoup. Il dit que prétendre que construire des routes est futile, c'est comme dire qu'il est futile de manger sous prétexte qu'on aura de nouveau faim demain. C'est tellement simple que c'en est désarmant. On voit bien comment les chiffres, selon la façon dont on les présente, peuvent raconter des histoires totalement opposées. Surtout sur la question des revenus. Ah oui, là c'est un vrai champ de mine statistique. Prenez le mythe de la stagnation. On l'entend partout. Mais- Et elle se base sur un chiffre vrai. Entre 1969 et 1996, aux États-Unis, le revenu moyen d'un ménage, en dollars constants, a augmenté de seulement 6%. 6% en presque 30 ans, c'est rien. Ça ressemble bien à une stagnation. Sauf qu'il y a un autre chiffre. Sur la même période, le revenu réel par personne, lui, a augmenté de 51%. Pardon, comment c'est possible? 6% pour le ménage, 51% par personne. Les chiffres se contredisent? Il y a quelque chose qui m'échappe? Ce qui vous échappe, c'est la démographie. La taille des ménages a beaucoup diminué. Plus de divorces, plus de gens qui vivent seuls. Ah, d'accord. Donc même si chaque personne gagne beaucoup plus, le revenu total du ménage, qui a moins de membres, peut stagner. On compare des choux et des carottes en fait. Le ménage de 1996 n'est plus le même que celui de 1969. C'est un point absolument crucial. Ça change tout. Et ça m'amène à une autre idée très ancrée, l'image des riches et des pauvres comme des groupes figés. Oui, comme deux blocs qui ne bougent pas. Les riches s'enrichissent, les pauvres restent pauvres. C'est une image très forte politiquement, mais les données. Les données fiscales, quand on suit les individus,
peignent un tableau de mobilité sociale très intense. Les gens ne restent pas dans les mêmes cases. Prenons Sommet, le fameux top 1%. C'est un club fermé, hein? Pas du tout. C'est plutôt un hall de gare. Tenez-vous bien, plus de la moitié des gens qui étaient dans le top 1% en 1996 n'y étaient plus 9 ans plus tard. La moitié. Et leur revenu moyen avait même baissé de 26%. Incroyable. Et à l'autre bout de l'échelle, pour les plus pauvres, C'est ça le plus important peut-être. c'est là que le chiffre est le plus détonnant. Prenez tous les gens qui étaient dans les 20% les plus pauvres en 1996. Oui. En 2005, donc 9 ans après, plus de la moitié d'entre eux avaient changé de catégorie de revenus. Et leur revenu, Le revenu moyen de ces personnes-là, celles qui ont démarré tout en bas, avait augmenté de 91%. attendez, 91%. Oui. En termes réels, Ça contredit absolument tout le discours ambiant. c'est une statistique qui change la perspective. Complètement. C'est toute la différence entre suivre des catégories statistiques abstraites comme le quintile inférieur et suivre des personnes réelles. Les catégories semblent immobiles, mais à l'intérieur, les gens, eux, bougent. On ne parle pas des mêmes individus d'une année sur l'autre. Exactement. L'erreur, c'est de croire qu'on parle du même groupe de personnes. Finalement, ce que cette exploration nous montre, c'est l'importance de se méfier de ce qui sonne juste, de nos intuitions. Il faut toujours se demander quelle est la pièce manquante. Oui, les idées fausses les plus dangereuses ne sont pas les idées absurdes. Ce sont les idées plausibles, celles qui confirment ce qu'on a déjà envie de croire. C'est une vraie invitation à la rigueur intellectuelle. Et ça nous amène à une pensée pour la suite. Le livre est rempli d'exemples de politiques bien intentionnées, aider les locataires, revitaliser un quartier, qui produisent l'exact inverse de ce qu'on voulait. Et là, ça dépasse l'économie en fait. Si des idées aussi logiques peuvent avoir des conséquences aussi perverses dans ce domaine, on peut se poser la question, quelle autre de nos certitudes, peut-être dans le social, l'éducation ou même nos vies personnelles, quelle conviction qu'on tient pour acquise pourrait, sans qu'on le sache, être en train de produire l'inverse de ce qu'on souhaite? C'est une question un peu déstabilisante, mais essentielle.